You're nothing, Jon Snow. Got a theory, could be Barney's. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up! Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je suis Marie Telling et à mes côtés se trouve ma Frodon saké à moi, Anaïs Bordage. Tu me suivras jusqu'au bout de la montagne. Exactement, je te Que je jette porterai ma bague, jusqu'en haut du volcan. Ouais. On nous l'avait promis, cette rentrée série a été le théâtre d'une bataille entre deux géants. House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones diffusé sur HBO, et Les Anneaux de Pouvoir, la série inspirée de l'univers de Tolkien, produite par Amazon. C'est de cette dernière dont on vous parle aujourd'hui, avant de partir pour Westeros la semaine prochaine. Wouhou. On sent le niveau d'enthousiasme. La série tirée du Seigneur des Anneaux est la production télé la plus chère de l'histoire et aura aussi été l'une des plus attendues. Mais vaut-elle vraiment le détour? Parvient-elle à satisfaire à la fois les fans de Tolkien, comme Marie, et les néophytes, comme moi? Et sort-elle gagnante de la guerre des séries fantasy? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Anaïs, c'est quoi ton pic? Mon pic, c'est que l'émission de télé-réalité sur les Kardashians, qui s'appelle Les Kardashians, est de nouveau diffusée sur Disney+. Je suis désolée, il faut me jeter au bûcher avec les soutifs. Je sais que ça fait de moi une très mauvaise féministe, mais j'adore cette série. J'ai découvert les Kardashians il y a environ 6 mois. Je ne les connaissais pas avant. En fait, j'avais juste vu des photos d'elles et je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'elles racontaient dans leur vie ou à quoi ressemblait leur voix. Et j'ai eu le Covid et j'ai regardé ce truc sur Disney+, et je suis devenue fascinée par leur corps, leur visage, leur voix, leur maison complètement blanche et vide, et je les trouve incroyables. En fait, vraiment, c'est le truc le plus reposant que je regarde en ce moment, c'est-à-dire que hier soir, je suis rentrée très tard chez moi après le travail, et c'était vraiment le seul truc pour lequel j'avais un peu d'énergie, c'était regarder Kim Kardashian se plaindre parce qu'elle a des sièges en cachemire dans son jet privé, et que du coup, si sa sœur vient après avoir mis de l'auto-bronzant, elle risque de tacher les sièges. Franchement, c'est des enjeux narratifs comme ça dont j'ai besoin en ce moment. Et voilà, ça m'apporte beaucoup de joie. Merci Kim Kardashian. Et toi, c'est quoi ton pic? Moi, je suis dans une obsession Tolkien, et comme c'est le thème de l'épisode aussi, moi, je recommande un podcast qui s'appelle Tolkien, l'écrivain monde, qui est 4 épisodes spéciaux de la Compagnie des œuvres sur France Culture. Alors, ça a été diffusé en 2018, mais c'est assez passionnant. En 4 épisodes, il retrace la vie de Tolkien, ses influences, sa relation avec le catholicisme, les récupérations politiques ou pas de ses fans aussi. Ça a été à la fois des fans de droite et de gauche se sont identifiés avec l'œuvre de Tolkien. Sa place aussi dans l'univers de la fantasy, c'est passionnant. C'est 4 heures sur Tolkien et je ne peux que le recommander. Franchement, si vous voulez aller plus loin après cet épisode, ou si les Anneaux de Pouvoir vous ont donné envie de replonger dans cet univers, c'est une très bonne émission de radio. On vous prévient, cet épisode, ça va être du gros nerdisme de Marie. Ouais, c'est vrai. Quel bonheur, je l'attends depuis longtemps. Donc aujourd'hui, évidemment, on vous parle des Anneaux de Pouvoir. Au moment de cet enregistrement, on a seulement vu les 6 premiers épisodes. Donc normalement, au moment de la diffusion, il y en aura 8 qui seront sortis. Le 8e sera sorti le jour même de la diffusion. Il faut prendre ça en compte dans notre discours, mais on a quand même plein de choses très intéressantes à raconter. Ouais, on ne sait pas si ça finit bien. On sait un peu comment ça finit en vrai, si on a vu Le Seigneur des Anneaux ou lu les livres. Mais Et encore. Pour l'occasion, on a aussi interviewé Laura Martin-Gomez, qui est docteure en littérature comparée et présidente de l'association Tolkien Deal, qui est une association qui regroupe des fans de Tolkien et des amateurs de Tolkien en France. C'est l'association référente sur le sujet. Et qui va nous parler de la fidélité des Anneaux de Pouvoir à l'œuvre de Tolkien, mais aussi du rapport des fans à son œuvre et à cette série. Bon, si ça n'était pas clair, pour cet épisode, on va retrouver un peu la dynamique d'amis, puisqu'on n'a pas tout à fait le même rapport à l'œuvre de Tolkien et à l'univers du Seigneur des Anneaux. Anaïs, quelle est ta relation avec cette œuvre? C'est une relation assez distante. J'ai été très fan de la trilogie au cinéma quand c'est sorti en salle. C'était un grand rendez-vous pour moi avec mes copines. J'étais amoureuse de Legolas. J'ai été très galvanisée par les 3 films.
T'avais quel âge à l'époque? Je crois que j'avais 12-13 ans, un truc comme ça. Et j'ai un Gollum. En peluche chez toi? Ouais, parce que j'adore Gollum. Voilà, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, que je trouve très mignon. Mais sinon, contrairement à beaucoup de personnes de mon entourage, je ne revois pas la version longue de la trilogie tous les Noëls. Je l'ai revue 1 ou 2 fois et je me suis un peu ennuyée. J'ai pas vu les films Le Hobbit. J'ai essayé de lire le premier livre à l'époque des films et j'ai abandonné. Donc je suis pas totalement novice, mais je suis un peu Indifférente, nulle. quoi. Ouais, un peu indifférente, ouais. Et toi, Marie, raconte-nous ta relation avec Tolkien. Moi, évidemment, j'ai une relation, comme vous l'aurez compris, beaucoup plus intense avec l'œuvre de Tolkien. J'ai vu le premier film quand j'avais 13-14 ans avec mon oncle. Et en fait, l'été suivant, j'ai lu les 3 livres que j'avais pris à la bibliothèque de Bordeaux. Et je me souviens vraiment, ça a été un des plus beaux moments de mon adolescence, honnêtement. C'est peut-être triste de dire ça, mais ça a été plusieurs semaines où j'ai dévoré ces livres. C'était en plein été. Et je refusais de quitter ma chambre parce que je voulais absolument continuer à lire et à découvrir cet univers. Et pendant le 3e livre, j'ai passé tout le livre à pleurer à l'idée de quitter cet univers. J'étais vraiment obsédée. Et après, pendant plusieurs années, j'avais mes murs qui étaient couverts de posters du film. Je revoyais le film ad nauseam. Je fais partie de ces gens. C'est pas à Noël que je le revois, la version longue, mais tous les ans, à l'automne, je prends un week-end pour revoir les 3 films en version longue, donc 4h20 chacun. Et je n'ai jamais vu les Hobbits parce que j'en avais entendu beaucoup de mal et que j'avais pas envie de me gâcher quelque chose qui pour moi était parfait. J'ai essayé de lire le Silmarillion, on va pas se mentir, je suis pas vraiment rentrée dedans. Mais là, je suis en train de relire les livres du Seigneur des Anneaux, j'en suis presque à la fin des 2 tours et c'est toujours un grand, grand bonheur. Donc je suis une grande fan. Ce qui est marrant pour moi, c'est que j'aime beaucoup la fantasy. Et j'avais aussi les posters à l'époque dans ma chambre, mais je pense que c'est parce que c'était le truc qu'il fallait faire, quoi. Ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup la fantasy et à la même période, j'ai lu beaucoup de trilogies de fantasy, etc. Mais bizarrement, Le Seigneur des Anneaux, ça a jamais été une passion aussi dévorante que pour toi. Mais j'ai eu ce truc de pleurer pendant tout le dernier tome, mais pas avec ça. Ça a été un truc où carrément j'ai arrêté de lire Harry Potter pendant plusieurs années parce que j'étais non mais Harry Potter, non mais c'est vraiment de la merde, elle a tout copié sur Le Seigneur des Anneaux. Après le tome 5 est sorti et je me suis replongée dedans, je suis redevenue fan d'Harry Potter, mais vraiment j'avais un rapport où c'était même un snobisme en fait d'être fan du Seigneur des Anneaux pour moi. Marie à 14 ans, ça devait être une meuf hyper cool. J'allais dire, je vous laisse imaginer le nombre d'amis que j'avais au collège. Pas beaucoup, mais j'en avais plein dans la terre du milieu. Exactement. Et c'est ça qui compte. Ils sont toujours là pour moi aujourd'hui. C'est clair. Bon, passons aux choses sérieuses. Les anneaux de pouvoir, c'est quoi, Anaïs, si tu devais nous résumer la série en 1 minute? Bah, c'est Galadriel qui est super vénère parce qu'elle cherche Sauron et elle le trouve pas. Donc ça la saoule. Et à part ça, il y a une petite souillon qui mange des myrtilles. Il y a un elfe qui ressemble à Barney Stinson qui est ami avec un nain. Et il y a des orques qui sont en fait des vampires puisqu'ils brûlent au soleil. Et ça, je crois que c'était pas dans le film. Non. Ils brûlaient pas dans le film. Après, peut-être qu'ils ont évolué avec le temps. Je sais pas, peut-être qu'ils se sont perfectionnés. Ouais, c'est ça, bah comme nous. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Les êtres humains, tu veux dire. Exactement, oui. Oui, d'accord. Bon, pour le contexte, pour en dire un peu plus quand même, les anneaux de pouvoir, c'est basé non pas sur le Silmarillion comme ça avait été la rumeur au moment où la série se préparait chez Amazon, mais c'est basé sur les appendices et les chants et les moment de mythologie du Seigneur des Anneaux. Tout simplement, pourquoi? Parce que Amazon n'a pas acquis les droits du Silmarillion. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est parce que Tolkien avait vendu les droits seulement du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de son vivant. Donc, c'est ces seules œuvres dont les droits peuvent être rachetés. Et donc, c'est un peu particulier parce que la période qui est couverte dans les Anneaux de pouvoir est couverte dans le Silmarillion et toute la mythologie qui est avant, toute l'histoire qui est avant, donc l'origine de Galadriel ou des choses comme ça, c'est couvert dans le Silmarillion, mais la série ne peut pas mentionner quoi que ce soit qui est exclusivement dans le Silmarillion et pas mentionné dans le Seigneur des Anneaux. Ceci dit, dans le Seigneur des Anneaux, il y a de nombreux chants chantés par les elfes, ils adorent faire ça. Il y a beaucoup de pauses avec des longs chants, t'adorerais, Anaïs. Ouais. En fait, c'est des poésies parce que Tolkien était aussi un poète et donc c'est des moments pour les elfes et pour les autres aussi, les hobbits, les nains font tout ça, où ils racontent des histoires et en règle générale, c'est la mythologie de leur univers et de leur peuple. À la fin aussi du Retour du Roi, il y a plus d'une centaine de pages qui est dédiée aux appendices et donc là, c'est toute l'histoire des rois de Numénor. C'est là-dedans, en fait, que la série a puisé son matériel d'origine. Mais évidemment, elle doit extrapoler énormément
Et ça se situe plus de 3000 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux, même 3500 ans, je crois. Donc, c'est à l'époque du deuxième âge de la Terre du Milieu et c'est l'histoire de la création des anneaux de pouvoir. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. La série nous montre comment on va avoir ces anneaux qui vont être créés et donc l'anneau qui va tous les gouverner, c'est celui qui est détruit dans le Seigneur des Anneaux. Oui, voilà, celui qui fait plouf dans la montagne, il fait partie des anneaux de pouvoir. Oui, c'est l'anneau, celui qui a le plus de pouvoir. D'accord. Mais il y en a d'autres qui ont été créés au même moment. Il y en avait pour les hommes, il y en avait pour les nains, il y en avait pour les elfes. Alors ça, c'est ce que raconte Galadriel au tout début du Seigneur des Anneaux du film. C'est les 15 minutes du début où on voit la guerre et tout ça, et on voit des personnages qui sont dans les Anneaux de pouvoir maintenant. Donc c'est toute cette histoire. Les Anneaux de pouvoir vont raconter tout l'avant, en fait. Pour dire un peu comment j'ai découvert la série, j'ai vu les 2 premiers épisodes en projection presse. Et honnêtement, ça m'a filé la migraine. Je voulais sortir de cette pièce. Et les seuls enjeux que j'ai identifiés, c'était un peu l'origin story de Sauron et le fait qu'il va y avoir le Mordor après, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, voilà. Oui, bah, c'est lié à la création des anneaux, quoi. Ouais. Et à la guerre, à la grande guerre qu'on voit au tout début du Seigneur des Anneaux. Donc ça va, j'avais compris quand même. Ouais. Dans le récit, il y a Galadriel, bon ça tu la connaissais, Oui, mais Elendil ou Isildur, ça te dit quelque chose ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Mais zéro. Ok. Parce que ils sont dans le Seigneur des Anneaux aussi. Donc ça, Ouais. je sais pas à quel Oui, mais point. c'est ça le problème en fait, c'est que moi j'ai vraiment découvert les Seigneurs des Anneaux quand c'est sorti, donc il y a 20 piges. Et depuis, j'ai revu les films, mais vraiment je m'intéresse tellement pas à la mythologie de ces films-là ou de Tolkien en général que vraiment, même les clins d'œil ou les trucs comme ça, ou même les trucs qui paraissent peut-être très basiques quand on a vu les films, si je les avais revus peut-être 3 jours avant de voir la série, Oui. j'aurais repéré. Mais là, vraiment, je sais qu'il y a des nains, des elfes, des orques. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est ça. La particularité de la série, c'est que c'est aussi l'une des plus chères de l'histoire. La première saison a un budget de 462 millions de dollars. C'est beaucoup. Oui, c'est très beaucoup. Et donc, apparemment, il y aurait 5 saisons de prévues pour l'instant. Bah, c'est... Elle me dit ça, elle est en train de lire le conducteur, elle me regarde Bah de toute oui. façon. Et ça pourrait coûter plus d'1 milliard de dollars. Mais ça, j'ai pas compris. C'est plus d'1 milliard, genre sur toute la série. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont investi déjà 462 millions et Amazon a signé pour 5 saisons pour l'instant. Et donc, le montant total pourrait s'avoisiner, dépasser même les 1 milliard, en fait. Ouais. On est presque à la moitié, là, déjà. Donc, On pourrait faire tellement de choses avec cet argent. Oui, bon, après, il y a plein d'œuvres débiles bien plus nulles que les Anneaux de pouvoir. À 1 milliard de dollars Oui, non, c'est vrai qu'à 1 milliard de dollars, c'est Ouais. très cher quand même. La série, elle a été créée par J.D. Payne et Patrick McKay. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est leur toute première série. Ils n'ont même pas fait de film avant. Ils n'ont rien à leur actif. C'est-à-dire qu'ils ont écrit pas mal de scénarios, mais qui n'ont jamais été portés à l'écran. Il fallait peut-être se poser des questions, en fait, parce que ça se sent un petit peu. Il n'y a jamais eu un moment où ils se sont dit pourquoi on va leur donner 1 milliard de dollars à ces gens qui font que des trucs ratés. Elle est con. Oh, c'est horrible parce qu'en plus, vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train de bâcher la série, mais je veux pas être si méchante que ça. Mais là, on est vraiment... Bon. En tout cas, Anaïs, je crois que tu as pas mal... Je sais pas si c'est juste quand tu croises un mec qui te dit qu'il a eu 18 ex, tu vois, il faut te poser des questions aussi, quoi. Genre, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça foire à chaque fois? Tout à fait. En tout cas, si ça n'était pas clair, je crois qu'Anaïs, tu n'as pas été très convaincue par la série et que tu as en tout cas beaucoup de questions, peut-être des questions rhétoriques auxquelles je n'aurais pas de réponse. C'est cela. Mais en tout cas, des questions, tu en as. C'était une petite tradition dans Amis qu'on a importée dans PIC TV pour l'occasion. Déjà, ma première question, mais bon, t'as un petit peu répondu, mais comme tu l'avais mentionné dans d'autres épisodes de PIC TV, c'était c'est quoi un Silmarillion? Parce qu'à un moment dans la série, ils en parlent aussi. Mais en fait, j'étais là, ok, je sais que c'est un livre de Tolkien, mais genre, ça fait référence à quoi dans l'univers de Tolkien? En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 3 pierres précieuses qui s'appellent... Je t'en supplie. Non, rentre pas dans les détails. Il y a 3 pierres précieuses qui s'appellent les Silmarils. Et j'ai lu les livres en VO, je ne veux pas me vanter, mais c'est vrai. Du coup, je ne sais pas s'il y a un terme différent en français, mais en tout cas, en anglais, c'est comme ça. Et en fait, en gros, c'est des pierres qui sont très importantes dans la mythologie des elfes. Voilà. Donc, ça fait partie de la grande mythologie de Tolkien. Et parce que, évidemment, Tolkien, en créant Le Seigneur des Anneaux, il a aussi créé... Enfin, c'est pas que Le Seigneur des Anneaux qu'il a créé. Le Silmarillion, en fait, c'est comme un espèce d'Ancien Testament. Hein. C'est toute la mythologie de l'univers. Il a créé des langues, on le sait, c'était un linguiste et tout.
Et il a créé aussi toute une histoire. Et donc, chaque personnage du Seigneur des Anneaux a un arbre généalogique extrêmement détaillé jusqu'à ses cousins. C'est assez passionnant quand on est fan. Mais donc, le Silmarillion, c'est ce livre. Mais c'est aussi donc les Silmarils, c'est en référence à ces 3 pierres précieuses. Ok, d'accord. Ensuite, pourquoi les orques ont des accents d'acteurs de théâtre anglais ? Ah, ça, je peux pas te dire. C'est un choix éditorial. Pourquoi cette série a les histoires d'amour les plus insipides de l'histoire de la fiction ? Tolkien, c'est très prude. Mais il y a quand même des très très belles histoires d'amour, Arwen et Aragorn, et il y en a d'autres aussi. Mais c'est vrai que c'est pas des histoires d'amour sexy en règle générale, et là, c'est vrai qu'elles sont même pas très intéressantes. Pourquoi il y a une meuf qui s'appelle Nori ? Est-ce que California Maki s'était déjà pris ? Quand est-ce que Bronwyn la zadiste va enfin mourir ? C'est clair. On dirait qu'elle est habillée en Urban Outfitters. Je me suis fait la réflexion. Quoi. Ouais, ou genre étudiante en arts plastiques du Mirail, quoi. Bah, j'ai tweeté qu'elle était en route pour faire un blocus à la fac. Ouais, et c'est ça. C'est vraiment c'est ça. exactement ça. Et enfin, s'il y a un Isildur, est-ce qu'il y a aussi un Isilmou ? Je ne crois pas. Voilà. Merci Anaïs. Merci grand pour plaisir. ce moment. C'était beau. Bon, il faut le dire, donc c'était quand même un énorme défi, déjà de s'attaquer à l'univers du Seigneur des Anneaux. Forcément, déjà, il y a énormément de pression pour satisfaire les fans et pour être à la hauteur des écrits de Tolkien, mais il y a aussi une pression pour attirer des néophytes et voir s'ils vont aimer l'œuvre ou pas, même sans en connaître justement la mythologie et sans savoir où c'est censé aller et sans avoir cette curiosité et cette envie de découvrir l'univers. D'après ce que j'ai compris, toi, en tant que néophyte, ça t'a pas trop convaincu ? Non, mais c'est ça le problème, c'est que j'avais une curiosité qui était à 100%, quoi. J'avais pas d'anticipation particulière, je m'en fichais un peu, mais j'étais très curieuse de découvrir la série. Et je partais du principe que ça pouvait vraiment me plaire. Et quand je suis allée voir les 2 premiers épisodes, j'étais vraiment contente de les découvrir. Enfin, j'y suis allée de bonne foi, quoi. J'étais pas en mode, ouais, les orques, je m'en fous. Donc c'est ça qui est un peu dommage, c'est que vraiment, je pense que je faisais partie des clients, malgré tout, même si je connais pas bien l'univers. J'ai aimé la trilogie d'origine, j'aime la fantasy et j'aime les séries bien écrites, donc vraiment, ça aurait dû me plaire. Mais bon, la question que je me suis posée justement en découvrant ces épisodes, c'était est-ce que ça me plaît pas parce que je suis vraiment trop novice et j'aurais dû faire un peu de recherche avant de me lancer là-dedans ? Et est-ce que c'est une série qui est vraiment destinée aux fans ? Et du coup, est-ce que toi, en tant que fan de l'univers de Tolkien, ça t'a plu ? Moi, je suis très mitigée sur la série. Je pense qu'il y a d'énormes problèmes. On va les détailler parce que je pense qu'en fait, on repère les mêmes problèmes dans la série toutes les deux, même de nos points de vue très différents. Et je lui trouve des qualités aussi. Hein. J'ai hâte de les entendre. Ouais. Mais après, c'est vrai que ça satisfait chez moi quand même une curiosité. Et il y a des moments qui, en tant que fan, forcément, sont assez jouissifs à découvrir. Par exemple, quand on découvre la ville de Númenor, qui est vraiment un lieu assez légendaire dans l'univers de Tolkien. Ouais, c'est, j'allais dire émoustillant, mais c'est enthousiasmant en tout cas, de découvrir ça. C'est comme quand on découvre Khazad-dûm, qui est dans les films, je sais pas si tu te souviens, ils traversent à un moment une mine désertée, ils se font attaquer, oui, c'est là oui. où ils voient le Balrog et c'est là où Gandalf tombe dans les ténèbres. Oui. Mais en fait, c'est le même endroit où la cité des nains, là où on découvre le nain, c'est cet endroit-là. Donc, le voir dans un moment de grandeur, c'est assez réjouissant. Ça, j'aime bien, parce que j'aime bien les 7 nains et j'aime bien les histoires de mines, de nains dans les mines. Honnêtement, les choses que je préfère, c'est Elrond, en général. Je trouve que le personnage est réussi, il est bien écrit. Au début, j'étais un peu surprise par l'acteur, mais au final, je le trouve très bon dans le rôle. J'aime bien sa relation avec le nain. Là, je retrouve vraiment un peu l'âme de Tolkien dedans, dans leurs échanges et dans leur amitié. Et aussi dans leur intrigue à eux. C'est autour aussi du Mithril, par exemple. Ça, c'est typiquement le genre de truc où je pense que toi, ça t'évoque rien quand on voit qu'ils découvrent une sorte de métaux très précieux. When you are lighter than silk, harder than iron as weaponry, it would best our proudest blades. Our species might be dearer than gold. Frodon, dans Le Seigneur des Anneaux, a une cotte de maille faite de mithril et c'est quelque chose de très important, même dans le Hobbit aussi, c'est important. Donc ça, par exemple, voir qu'ils ont découvert ça, pour les fans, ça titille un peu. La manière dont cette scène est écrite, clairement, quand tu n'es pas à jour, tu sens que tu passes à côté de quelque chose parce qu'il dit... I tell you, this could be the beginning of a new era for our people. Cette découverte pourrait être très importante dans le futur. Et donc, t'es là, donc je sens que c'est un truc qui a été mentionné quelque part ou que les fans vont reconnaître.
Et donc, je comprends ce qu'il faut comprendre, hein, que c'est une découverte importante, mais c'est vrai que du coup, il y a plein de moments comme ça où je sens, soit honnêtement, je me rends même pas compte qu'il y a des trucs qui me passent à côté, soit des moments comme ça, je me dis, ah, ça, c'était vraiment destiné à quelqu'un qui s'y connaît plus que moi, quoi. Bah oui, mais c'est comme la femme du nain. À un moment, elle mentionne qu'ils savent où s'arrêter pour ne pas heurter la montagne. Et en fait, on sait pourquoi il y a ce monstre dans Le Seigneur des Anneaux qui va attaquer Gandalf. C'est parce qu'ils ont trop creusé. En fait, ils ont réveillé quelque chose dans la montagne. Et il faut préciser aussi, comme tu as mentionné Elrond, je pense qu'il faut dire qui c'est. En fait, c'est le mec qui est joué par Hugo Weaving dans les films, c'est ça? C'est ça. C'est quelqu'un qui m'a alerté aussi avec cette information, parce que sinon, je le saurais pas. Ah bon? Non, bah vraiment, moi, tu me dis Elrond, enfin... Ah ouais, non, tu pars de loin. Mais parce que, alors, Bah ouais, mais en fait, je connais pas, à part Galadriel et Aragorn, moi, je me souviens même plus des noms des personnages de Oui, du Seigneur des Elrond, Anneaux, quand tu même, vois. c'est le seigneur de Rivendell. C'est l'un des elfes les plus puissants du Seigneur des Anneaux. Et c'est le père d'Arwen qui va épouser après Aragorn. C'est Liv Tyler dans... Ah oui, c'est ça. Oui, voilà. Et donc, Elrond, le voir, forcément, bah, c'est comme Galadriel. Ah oui, elle est en fait, train de comprendre des choses. Vas-y. Mais non, parce que du coup, l'histoire d'amour, elle est entre Aragorn et Arwen. Oui. Pas entre Aragorn et Galadriel. Bah non. Depuis le début, en fait, je me dis, mais de toute façon, je m'en fous de la tension sexuelle qu'elle a avec qui que ce soit, parce que sa vraie âme sœur, c'est Aragorn. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais ceci dit, le problème, c'est que je sais même pas quoi dire, parce que je me dis, si les auditeurs qui écoutent ont vu les films et s'en souviennent un minimum, ils sauront avec qui est Galadriel. Mais en même temps, je sais pas si je dois Elle le est dire. en couple? Oui, elle est en couple, Galadriel. Dans le film? Oui. Ah merde, j'ai oublié. Hein. Ah bon. Ouais. Elle est Mais... pas avec Legolas. Oh là là. Mais moi, jusqu'à il y a 5 secondes, je pensais vraiment que c'était elle, l'elfe qui était... J'avais oublié qu'il y avait d'autres elfes que Galadriel, en fait. Mais J'avais non, il y a oublié qu'il y avait Arwen. Arwen, j'avais oublié qu'il y avait Hugo Weaving. Waouh, tu n'es pas digne de... Bah non, désolée, mais en même temps, je pense que... Enfin, justement, Non, mais on va c'est en reparler, intéressant, mais oui. voilà. Si ta série, elle coûte $1 milliard, il faudrait qu'elle plaise à plus que... Même s'il y a beaucoup mais de ça, fans c'est de sûr. Tolkien. Non, mais ça, c'est sûr, Et ouais, évidemment. et j'ai pas besoin de faire des révisions avant d'aimer une série, normalement, quoi. Oui, mais bon, ce que je dis, c'est qu'il y a énormément de clins d'œil, du coup, à l'univers. Et par exemple, bon, Elendil et Isildur, je vais te dire qui ils sont. Et même si, du coup, c'est un petit peu un spoiler, même si, enfin... Ah non, mais vas-y, spoil-moi, hein. D'accord, mais si vous ne voulez vraiment rien savoir, que vous n'avez jamais vu les films, que vous ne vous souvenez de rien, passez les 15 prochaines secondes. Mais en gros, Elendil, ça va être le roi des hommes qui va s'allier avec Gil-galad, qu'on voit, c'est le roi des elfes dans la série. Ils vont s'allier pour combattre Sauron dans la guerre contre Sauron. Et ils vont tous les deux mourir dans cette guerre. Et en fait, c'est Isildur, le fils d'Elendil, qui va récupérer l'anneau et va refuser de le jeter dans le volcan. Elrond va essayer de le convaincre de le jeter dans le volcan. Et Isildur dit non, il refuse. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait pu détruire l'anneau et nous éviter plein de morts et de désastres à venir, mais aussi une super belle épopée. Donc, mais donc, Isildur le garde parce que c'est un homme et qu'il est faible et qu'il a envie, il est attiré par le pouvoir. Et c'est lui qui devient Gollum? Non. Non, mais en fait, il est trahi par l'anneau à un moment. Il finit, il est tué, pas par l'anneau, mais il est tué alors qu'il porte l'anneau. Et l'anneau va tomber dans une rivière et Gollum va le trouver, Smigol va le trouver avec un ami alors qu'il est en train de pêcher. Il va tuer son ami pour récupérer l'anneau, blablabla. Et après, Bilbo Ça, c'est va... mon histoire préférée. Voilà, exactement. Donc, Elendil et Isildur, des personnages assez majeurs dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et donc, les voir dans leur jeunesse et les voir à Numénor, qui est une ville qui, encore une fois, zappée de 10 secondes si vous voulez rien savoir. Elle va être détruite. Elle va être détruite. C'est ça la vision qu'a la reine dedans. Et donc, ça, c'est cool. Voir ça, il y a quelque chose d'assez... oui, c'est hyper réjouissant, en fait, quand on est fan. Parce qu'on a l'impression d'avoir, pour la première fois, une vision d'un monde éteint dont on a beaucoup entendu parler. Et donc, il y a quelque chose de satisfaisant, mais en même temps, d'aussi un peu triste, parce que la façon dont c'est exploité n'est pas à la hauteur des attentes. Et après, il y a énormément de clins d'œil aussi dans la série. Donc, à un moment, il y a un palantir aussi. C'est ce que regarde Galadriel quand on regarde dans la grosse boule. Il y en avait c'est ce qu'a Saruman. Et c'est comme ça qu'il communique avec Sauron aussi. Là, on vient de voir l'épisode 6. Et là, c'est un énorme clin d'œil au film. À un moment, il y a une bataille. Et il y a Galadriel qui est sur un cheval. Et elle est filmée à travers les arbres. On la voit passer en cheval très très vite à travers les arbres. Et elle dit à son cheval Norolim, ça veut dire va vite, va vite.
Et c'est exactement ce que dit Arwen quand elle récupère. Il y a une scène de course-poursuite entre elle et des Nazgûl. Voilà, c'est des serviteurs de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, dans la communauté de l'anneau. Elle récupère Frodon qui a été blessé. Et ça, c'est une scène, normalement, dans le livre, elle se passe pas exactement comme ça, mais en tout cas, dans le film, c'est Arwen qui est sur le cheval et elle dit exactement la même chose à son cheval et c'est filmé de la même manière où elle passe entre les arbres et elle dit Norolim, Norolim. Et donc ça, très clairement, c'est une référence, un énorme clin d'œil à tous les fans, mais à des fans qui vont être un peu intenses et qui ont vu les films de nombreuses fois pour se souvenir de ça. Après, c'est marrant parce que moi, j'ai repéré les clins d'œil visuels justement dans les scènes de combat où il y a aussi un moment où il y a l'elfe qui tire tout le temps la tronche, qui se bat au ralenti avec des flèches et tout. Et ça m'a rappelé une scène avec Legolas, justement, et Aragorn où ils sont dans les bois. Et là, pareil, quand Galadriel est à cheval, parce que ça, je me souviens en fait de ces scènes-là. Des moments c'est visuels. des moments qui sont très marquants. Et les scènes de bataille, ça a toujours été ce que je préférais dans la trilogie d'origine. Donc ça, j'ai réussi à le repérer. Mais c'est vrai qu'après, le plus gros problème pour moi, c'est que déjà, tous ces noms sonnent vraiment comme des ingrédients dans un bar à salade de hipster, quoi, où c'est vraiment, je sais pas, tu me dirais, c'est Floogie Blue qui oui, mais ça, c'est court pas le après, problème pour moi. Enfin, je comprends ce que tu veux dire et c'est drôle, mais en même temps, c'est pas le problème. Quand tu plonges dans un univers de fantasy, si c'est bien écrit, on s'en fiche des prénoms, au contraire, ça fait partie du charme. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les premiers épisodes, je trouve que ça s'améliore un petit peu après, j'ai été noyée de mythologie. Et en fait, c'est vraiment très compliqué quand on démarre à peine la série et qu'on n'a pas tous ces points de référence, de mémoriser, parce qu'ils nous introduisent vraiment 248 personnages dès le début. Et en fait, en plus, c'est des personnages qui sont assez peu caractérisés. Alors que, tu vois, par exemple, si on compare avec Game of Thrones, ce qu'on va sans doute faire à d'autres reprises, t'as Tyrion, tu comprends que c'est le marrant. Jon, tu comprends que c'est le mec un peu timide qui est tout le temps triste. Ned, il est noble. Enfin, tu vois, t'as des caractéristiques très simples qui sont posées dès le départ et qui permettent, au-delà des prénoms, de comprendre qui est qui. Et en fait, moi, au début, je comprenais vraiment pas qui était qui et j'avais compris qu'il y avait Galadriel, quoi. Et sinon, tous les autres, c'était vraiment très compliqué parce que je savais même pas comment les décrire en un seul mot. Et donc, en plus, quand tu me rajoutes des noms qui sont assez longs, enfin, tu vois, qui ont tous les mêmes sonorités, ça complique vachement. L'elfe métis, je sais toujours pas comment il s'appelle, en fait. Arrondir les angles. D'accord. C'est comme ça qu'on s'en souvient. Il y a aussi un autre moment où il y a une chanson qui est chantée par les Harfoot, les ancêtres des Hobbits. Et les paroles, c'est tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Et ça, c'est une référence. C'était en fait la phrase qui était associée à Aragorn avant qu'il devienne roi. Et c'est un poème qu'a écrit Bilbo. Donc normalement, ça n'existe pas à l'époque des Harfoot. Mais la référence, c'est un énorme clin d'œil aux fans. Et pour moi, l'autre gros clin d'œil aussi, c'est Halbrand, le personnage qui est l'acolyte de Galadriel, qui est un pseudo-Aragorn, de ouf. qui est un roi déchu, enfin un roi sans royaume, qui en plus est assez mignon, mais bon, par rapport à Viggo Mortensen, please, quoi. Vite fait, justement, enfin, à côté... Voilà, mais en tout cas... Il a un nom de céréales, donc... Oui, c'est vrai. De toute façon, ce personnage aussi, est comme le personnage de l'étranger, celui qui atterrit en comète, vont déclencher énormément de théories chez les fans. Et je pense que c'est ça aussi, c'est un plaisir pour beaucoup de gens d'essayer de deviner qui sont ces gens qui sont un peu mystérieux. Donc, Halbrand, il y a des théories... Oui, et lequel est Sauron ? Voilà, donc à Halbrand, il y a la théorie comme quoi il serait Sauron, il y en a d'autres qui pensent que c'est peut-être un Nazgûl, il y en a d'autres qui pensent que c'est pas du tout ça et que c'est juste un mec sympa qui va mourir. Ce qu'on comprend, c'est que Sauron est là depuis longtemps et qui prend différentes apparences. Je me suis dit que c'était Halbrand, mais je ne l'ai pas pensé toute seule parce que je l'ai lu dans un récap et je me suis dit, ah ouais, c'est une bonne idée. Mais sinon, moi, je pense que c'est un Nazgûl, Halbrand. Et c'est quoi un Nazgûl ? Un Nazgûl, c'est les 9 chevaliers qui tout en noir. Il fait en fait... très froid et sombre quand ils arrivent dans la forêt et qu'ils se cachent. Moi, j'adore cette scène, elle fait trop peur. Oui, voilà. Et en fait, c'est des anciens rois humains qui servaient Sauron. Ah oui, ça, c'est cool. Et est-ce que ça peut pas être l'enfant tête à claque de Bronwyn la zadiste ? Non, je pense pas. Il est un peu trop con, je pense. On sait pas s'il faut, c'est son origin story, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, on l'a vu, il y a énormément de choses qui sont mises en œuvre dans l'écriture de la série pour plaire aux fans, pour attirer les fans et pour faire plein de références aux fans. Et les créateurs sont de toute évidence d'énormes fans de Tolkien. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est de me demander aussi, et c'est ça que moi je retrouve pas en fait aussi dans la série, c'est que parfois dans les dialogues, il y a une écriture à la Tolkien, mais souvent en fait, comme ils extrapolent beaucoup, ils compressent la chronologie aussi énormément, c'est-à-dire que
que normalement, il y a des événements qui se passent sur des centaines, voire des milliers d'années, qui compressent dans la série. Et même au niveau de l'écriture, il y a une écriture qui parfois ne correspond pas, selon moi, au rythme de Tolkien ou des choses comme ça. Et donc, j'ai voulu en parler à Laura Martin-Gomez, qui est donc la présidente de l'association Tolkien Deal, qui est une association d'amateurs de Tolkien en France, mais qui est aussi docteur en littérature comparée et qui écrit sur Tolkien. Et elle est prof d'anglais pour lui parler un peu de justement la fidélité de la série, outre l'histoire en elle-même, mais au niveau du ton, au niveau de l'écriture de la série à l'univers de Tolkien et aussi de la façon dont la série a été reçue par les fans. Les Anneaux de pouvoir s'inspirent des appendices du Seigneur des Anneaux, ainsi que des passages dans les livres où les personnages reviennent sur l'histoire de la Terre du Milieu. Il y a donc pas mal de trous à boucher pour la série, beaucoup d'extrapolations nécessaires, mais aussi de la compression de chronologie. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les scénaristes adaptent le texte d'origine ? Donc ils ont fait un choix de condenser environ, j'ai plus les dates en tête, mais environ 3 millions d'histoires en une même période, ce qui crée forcément des dissonances, enfin en tout cas certaines incohérences qui pouvaient lisser, on va dire. Et donc en soi, ce n'est pas un choix scénaristique qui moi me choque énormément, même si nécessairement ça implique quelques entorses à l'œuvre originale. En revanche, ils font d'autres choix de, entre guillemets, bouchage de trous qui me semblent plus problématiques par rapport au respect de l'esprit de l'œuvre originale. Justement, qu'est-ce qui définit l'ADN de Tolkien dans l'œuvre originale et est-ce qu'on retrouve ces éléments dans la série ? On a énormément de thèmes récurrents chez Tolkien. La mort, la question de l'immortalité, de la mort. On a les questions de pouvoir et la corruption en lien avec le pouvoir, le mal. Et l'espoir que portent les individus, et parfois, en particulier, comme dans le Seigneur des Anneaux, les petits individus, les personnes les plus insignifiantes, qui paraissent les plus insignifiantes et qui sont porteuses d'espoir. Et il me semble que pour le moment, dans la série, ces aspects-là sont pas forcément mal traités, mais à mon sens, en tout cas pour la question de la mort et de l'immortalité, je pense qu'il y a un vrai souci. La compression du coup temporel crée la sensation que les elfes et les hommes, par exemple, fonctionnent sur la même temporalité, alors que finalement un choix assez intéressant aurait pu être de garder entre guillemets une forme de chronologie initiale et de montrer ce passage du temps avec des personnages humains qui du coup disparaissent peut-être d'une saison à une autre, par exemple. C'est une idée que j'ai lue récemment sur notre Discord et je trouvais ça intéressant, mais des personnages elfes qui perdurent, par exemple. Sur cette question de temporalité des elfes et des humains, on voit des scènes dans la série où un humain comme Elendil s'adresse à Galadriel en la comparant à ses enfants. C'est paternaliste, mais c'est surtout très surprenant quand on sait qu'elle a plusieurs milliers d'années. La série attribue un peu une forme d'impétuosité, voire d'immaturité à Galadriel, qui correspond pas vraiment à son âge, non ? L'écriture du personnage de Galadriel dans la série pose problème à énormément de fans et de spectateurs. Et effectivement, il y a plusieurs scènes qui la montrent en situation d'infériorité intellectuelle ou émotionnelle, on va dire. Elle gère beaucoup moins bien ses émotions, elle est effectivement très impétueuse, etc. et parfois très irréfléchie. Alors, quand c'est face à d'autres elfes, on a envie de dire pourquoi pas, éventuellement, mais effectivement, face à des personnages humains, c'est extrêmement perturbant. Elle perd complètement en crédibilité, et enfin, le personnage perd en noblesse, alors que ils auraient pu en faire un personnage féminin central noble, et que là, aujourd'hui, c'est un personnage féminin central, mais parfois à la limite du risible, et c'est quand même extrêmement dommage. Alors que le choix initial était intéressant et que le fait d'en avoir fait par exemple un personnage guerrier était clairement le moindre des soucis. C'était quelque chose qui avait un peu froissé ou un peu fait tiquer certains fans au départ, mais qui n'est pas ce qui ressort le plus aujourd'hui. Finalement, en faire un personnage guerrier, bon, ok, soit. Maintenant, en faire un personnage qui n'inspire pas le respect, c'est beaucoup plus problématique. Une autre question que je me pose, c'est Tolkien était un linguiste, il a développé plusieurs langues pour son univers, mais même en anglais, il a adapté son écriture aux personnages. Les hobbits ne parlent pas comme les elfes, qui ne parlent pas comme les humains, qui ne parlent pas comme les ents. Il y a des moments dans la série où j'ai retrouvé le rythme de Tolkien dans les dialogues, d'autres où j'avais l'impression d'être de retour dans un langage très télé. Est-ce que pour vous, la série parvient à reproduire la voix et le rythme de la prose de Tolkien ? Alors, à mon sens, il y a un véritable problème, encore une fois, d'écriture, mais vraiment d'un point de vue des dialogues. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Il y a des passages avec des choix de tournure, de formulation, de certains archaïsmes dans les expressions utilisées par les personnages qui sont plutôt bienvenus et plutôt bien choisis. Et donc, on a quelques passages où on sent un souffle, effectivement, d'un point de vue de l'écriture, et qui tombent complètement comme des soufflets parce que effectivement la phrase d'après ou le moment d'après, on est sur un dialogue extrêmement plat, parfois très maladroit,
et voilà, donc ça crée un effet de dissonance assez important. Donc, au moment où on parle, on a vu 6 épisodes de la série. Quelle est votre impression générale et votre avis des Anneaux de pouvoir à l'heure qu'il est? Enfin, je reviens sur ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a un effet un peu de déception autour du fait que, à partir d'un univers qui est extrêmement cohérent, profond, etc. Enfin, Tolkien est très connu pour ça. On se retrouve avec quelque chose qui à la fois est très beau, mais qui semble oublier complètement le principe de vraisemblance et de cohérence de certains aspects, comme je sais pas moi, une armée levée en quelques jours qui rentre dans 3 bateaux. On se demande combien de personnes rentrent de ces 3 bateaux et qui derrière arrive pile poil au bon moment sur le bon petit village qui va bien, etc. Enfin bref, des espèces d'incohérences qui sont de l'ordre vraiment du bon sens en fait par rapport à un scénario même de série, au-delà vraiment de l'adaptation. D'ailleurs, ce n'est pas une adaptation, mais au-delà du matériau original, on a vraiment cette idée que la série passe à côté de ce qui fait une bonne série, ce qui est un peu au-delà de l'adaptation, au-delà de Tolkien, au-delà de tout ça. C'est un peu décevant, c'est un peu dommage. Comme tu le disais tout à l'heure, toi, en allant voir la série, tu étais très open et que tu avais envie d'aimer. Alors moi, je t'explique, j'attends cette série depuis très longtemps et je n'avais qu'une envie, c'était vraiment d'être complètement transportée dans cet univers. Donc j'y suis allée avec énormément d'enthousiasme. J'ai été assez déçue parce que je pense qu'il y a pas mal de problèmes à plusieurs niveaux et donc ça me fait un peu de peine. On va voir un peu parce qu'au final, je pense en ayant discuté ensemble qu'on a à peu près le même constat, même si on ne part pas du même endroit au niveau de notre rapport à l'œuvre, quoi. Ouais, exactement. Je pense que on a toutes les deux apprécié les mêmes choses dans la série et on a toutes les deux les mêmes problèmes qui sont des problèmes juste de série. C'est-à-dire que Tolkien ou pas, c'est une série qui est pas maîtrisée à plein d'endroits, enfin selon moi. Et pour moi, le plus gros problème, c'est qu'il y a très peu d'enjeux, en tout cas des enjeux immédiats qui permettent d'être transportés d'un épisode à l'autre, de se dire qu'est-ce qui va se passer ensuite, etc. Il y a une scénariste française sur Twitter qui a très bien expliqué, elle a fait un très long thread sur l'absence d'enjeux et de mérite dans les enjeux pour les personnages. En fait, à chaque fois qu'il y a un obstacle pour un personnage dans la série, il se résout quasiment automatiquement. Et donc, on n'a jamais l'impression que les victoires ont été méritées. Et je trouve que c'est un gros problème pour justement susciter un intérêt sur le long terme. Il y a un moment où, par exemple, Galadriel est emprisonnée. Quelques scènes après, elle se libère elle-même de la prison parce qu'on lui ouvre la porte et elle enferme tous les gardes à sa place dans la prison. C'est une scène de combat qui dure vraiment 10 secondes. Il n'y a eu aucune difficulté pour elle et c'est un problème qui se reproduit à plein de moments dans la série où en fait il y a un obstacle et dans la scène d'après il est évacué. Dans le 2e épisode il y a un monstre marin, pareil il arrive, il repart, enfin tout ça se produit très très vite et donc j'ai jamais peur pour ces personnages parce qu'ils s'en sortent toujours très facilement et ils sont aussi très peu développés, ce qui fait que honnêtement ils pourraient tous mourir demain, je m'en ficherais complètement. Le seul que j'aime bien c'est Elendil que j'ai rebaptisé moi-même Elendilf parce que il est cute, même si son collier de barbe fait un peu, je trouve, personnage des Feux de l'amour, quoi. Mais Dilf, pour ceux qui n'ont pas les références, c'est Dad I'd like to fuck. Donc, voilà. On en revient toujours au daddy, vous savez, dans cette émission. Et j'aime bien Adar, qui est aussi genre un proto-Sauron, enfin un méchant, quoi. Oui, c'est un des premiers orques, en fait. C'est ça qui est montré. Et lui, je le trouve serviteur de Sauron. Ouais, bah lui, je le trouve hyper intéressant. J'adore justement cette histoire et je trouve qu'il a une noirceur et en même temps, on voit un peu sa bonté. En tout cas, avec les orques, il est hyper sympa, il les aime vraiment. Je trouve que c'est beaucoup plus complexe que ce que j'ai vu dans plein d'autres personnages de la série. Et donc voilà, pour moi, c'est très superficiel. Ça reste en surface sur les enjeux, sur les difficultés qu'ils vont avoir dans leur bataille, etc. Ça reste en surface souvent dans les dialogues, dans la caractérisation des personnages. Enfin, je trouve que au bout de 6 épisodes, honnêtement, je saurais pas te faire une analyse très profonde de ce qui se passe dans la série, quoi. Ouais, je suis d'accord sur les enjeux dans le sens où moi, ceux pour lesquels j'ai le plus d'affection, c'est peut-être Elrond et Elendil. Et en fait, je sais très bien ce qui va leur arriver. Donc, j'ai pas de suspense et je me demande pas. Enfin, Elrond, je sais qu'il survit parce que j'ai vu le Seigneur des Anneaux et je m'en souviens. Mais oui, c'est vrai que comme je sais ce qui va se passer avec les seuls personnages pour lesquels j'ai une affection, les autres, honnêtement, Bronwyn et Arondir, j'en ai rien à faire de leur histoire d'amour, mais vraiment, ils pourraient mourir demain. Enfin, je ne verserai pas une larme, quoi, parce que je trouve que c'est plat au possible. Moi, je verserai le champagne. Non, mais ils savent pas bâtir. En fait, c'est ça qui est triste, ils savent pas bâtir parce qu'une histoire d'amour impossible entre un elfe et une humaine, go for it, c'est une super idée.
Et bon, Et c'est un truc qu'on a vu Oui, plein de c'est fois avec un les trope. vampires immortels Non, et mais les humaines. c'est un énorme trope aussi dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que les plus belles histoires d'amour, c'est des histoires d'amour entre humains et elfes. Là, franchement, ils entretiennent vraiment très très mal le truc, ça, alors que moi, je suis une très bonne cliente pour ce genre de choses. Mais pour moi, le plus gros problème, la réflexion que je me suis faite, et en relisant en fait Le Seigneur des Anneaux, ça m'est paru tellement évident aussi. Il y a un problème de structure narrative parce que ça part dans tous les sens. Et comme tu dis, c'est un problème d'enjeu. C'est-à-dire que dans Le Seigneur des Anneaux, c'est très clair. C'est Frodon qui doit aller jeter l'anneau dans le Mount Doom, la montagne du Mordor, pour sauver la Terre du Milieu. Au fur et à mesure de sa quête, il va rencontrer du monde, il va être soutenu par certains, et après, les personnages qu'on rencontre au fur et à mesure vont partir vers leurs propres aventures et tout se rassemble à la fin. C'est très propre, en fait, dans la façon dont c'est écrit, et les enjeux sont extrêmement clairs. Là, on a plein d'histoires différentes qui sont pas forcément reliées. Game of Thrones faisait un peu ça au début, mais quand même, il y avait une guerre de pouvoir où on savait où ça allait à la fin. Bah, tu sais que l'objectif, c'est le trône. Oui, Enfin, c'est ça, le trône c'est de fer. littéralement le jeu de trône. Là, il y a vraiment quelque chose où je sais pas trop où ça va. Par exemple, les ancêtres des hobbits qu'on voit, je vois pas trop quel va être leur rôle dans l'histoire, dans la grande histoire. C'est pas que j'ai pas de plaisir à passer du temps avec eux, je m'en fiche en fait. Il y a une dispersion dans le récit et dans la structure narrative qui pour moi ne fonctionne pas du tout, qui fait qu'on ne passe pas assez de temps avec chaque personnage et qui fait qu'on n'est pas clair sur les enjeux comme tu dis et on ne sait pas où on va. C'est marrant parce qu'il complexifie la structure, mais au final, il loupe complètement le truc. C'est-à-dire que Tolkien, il avait une structure simple, mais un propos très profond. Et là, ils ont une structure hyper compliquée, mais un propos totalement superficiel. Et même enfantin, je trouve. J'ai été surprise quand j'ai vu les 2 premiers épisodes où, à un moment, donc je me disais, il y a un elfe qui est en train de faire un concours de marteau avec un nain. Ça, c'est l'humour un peu Tolkien. Mais dans ces moments-là, en fait, j'avais l'impression à plusieurs reprises de regarder une série qui était vraiment destinée à un public jeune, ce qui n'est pas critiquable en soi. Il y a des très bonnes séries qui sont destinées à un public plus jeune, mais je me disais, pour moi, j'ai besoin d'enjeux un peu plus complexes et de complexité psychologique aussi. Et là, j'en ressentais aucune, mais tu as très bien mis le doigt dessus. C'est-à-dire qu'en voyant le truc et en n'ayant rien lu avant, ce que je fais avec toutes les œuvres que je vois dans ma vie, donc c'est pas toujours un problème. Là, à la fin, je me suis dit, mais c'est quoi le propos de la série? Est-ce que c'est en fait une origin story de Galadriel? Je pensais que c'était ça. J'avais pas compris que c'était les anneaux de pouvoir. Ou ensuite, je me suis dit, c'est sur Sauron. Enfin, je comprends pas où ça va. Mais c'est marrant parce que le truc du nain, par exemple, je pense qu'ils ont essayé de récupérer un peu ce qui est dans les films plus que dans les livres, mais il y a pas mal d'humour à travers les personnages de Merry et Pipin qui font beaucoup de conneries ou des choses comme ça. Il y a aussi tout un truc entre Legolas et Gimli qui sont amis, donc c'est un elfe et un nain aussi, et qui comptent le nombre de personnes qu'ils abattent pendant les combats. Et ça, c'est des moments de légèreté humoristique dans un récit beaucoup plus sombre. Ils ont essayé de reproduire ça. Alors moi, honnêtement, le truc du rocher je trouve ça pas mal parce que justement, ça m'a rappelé un peu ça et que je trouve que la série manque d'humour, elle manque de Ouais, je suis légèreté. d'accord. C'est un peu lourd, quoi. Il n'y a pas beaucoup de finesse. C'est ça aussi, ça manque de finesse, en fait. Alors que Tolkien, c'est très fin. Quand tu lis le texte, il y a énormément d'humour, même dans des choses où je pense que c'est un humour très anglais. Le personnage de Bilbo est très drôle et assez tongue-in-cheek quand il se moque de ses cousins ou des choses comme ça, quand il leur laisse des cadeaux en héritage en partant. Il y a beaucoup d'humour et là, c'est très premier degré, en fait. Et il y a beaucoup de richesse aussi, je trouve, justement, dans les films. Moi, c'est ça que j'avais beaucoup aimé. Et, en fait, je viens de le réaliser quand t'en parlais, justement, la rivalité, l'amitié un peu rivale entre Legolas et Gimli, ou justement les moments d'humour avec les hobbits, c'est des embellissements sur une histoire qui est riche, alors que là, dans la série, quand je l'ai découvert, j'ai eu l'impression que ces embellissements-là avaient été transformés en juste l'intrigue. C'est-à-dire que c'est devenu le propos principal. Et par exemple, la petite fille qui mange les myrtilles, là, j'étais là, mais pourquoi? Ils sont en train de reproduire, parce que je me souviens quand même un petit peu des films, et je me disais, ils sont juste en train de reproduire une dynamique que j'ai déjà vue. Oui. Mais donc, c'est un peu une copie, mais qui a été vidée de sa substance, puisque justement, toute la substance hyper riche qu'il y avait dans Le Seigneur des Anneaux, là, je la retrouve plus. Et donc, je suis juste, j'ai l'impression de faire un tour un peu de la mythologie Tolkien, mais comme ça m'intéresse pas et qu'il y a rien pour combler les trous. Un autre problème d'écriture pour moi, c'est l'écriture des personnages, tu l'as mentionné, c'est-à-dire qu'on s'y attache pas parce que aussi ils sont assez lisses. L'univers de Tolkien est un univers très masculin quand même. Il y a le personnage de Galadriel qui est très puissant et qui irradie dans les livres comme dans les films. Il y a le personnage d'Arwen aussi qui est beaucoup plus discret dans les livres, mais à qui ils ont essayé de donner une plus grande place dans les films. Là, ils mettent une femme au cœur du récit, c'est Galadriel. Le problème, c'est que Galadriel, c'est un peu
une caricature d'héroïne badass. On sait qu'elle est motivée par la perte de son frère et par un désir de revanche et de vengeance carrément, mais c'est difficile de la caractériser au niveau psychologique. Même impossible. Hein. Ouais. Et même pour moi, il y a des problèmes d'écriture. Et comme on en a parlé avec Laura Martin-Gomez, Galadriel est bien plus âgée que la grande majorité des personnages de la série. Elle est bien plus âgée qu'Elrond. Donc par exemple, leur amitié est assez touchante, mais la dynamique entre eux, où parfois il lui fait des petites leçons aussi, ou des choses comme ça, t'as un peu envie de lui dire c'est littéralement ta future belle-mère. Ah ouais, c'est marrant, parce que moi, justement, j'avais totalement compris que lui avait un ascendant sur elle, non, pas ou du une tout. supériorité. Non. Mais tout ça pour dire, Galadriel est souvent prise de haut par plusieurs personnages. Elendil le fait à un moment aussi où il la compare à sa fille. Pour moi, c'est des problèmes d'écriture, parce que évidemment qu'Elendil ne parlerait pas comme ça à Galadriel. Et donc, pour moi, il y a des petits problèmes comme ça quand ils essaient de faire des dialogues un peu snappy ou des choses comme ça. Pour moi, ça fonctionne pas. Ouais, et puis moi, je m'étais fait la réflexion avec la petite fille, où je trouvais que c'était tellement devenu un cliché, en fait. Enfin, la petite fille qui dit « Non, moi, je suis pas une princesse, et moi, j'ai les joues sales, et je vais à l'encontre de tout ce qu'on attend. » C'est cool, mais enfin, ça a été fait 3 milliards de fois, et pour l'instant, je trouve sa copine beaucoup plus intéressante, en fait, parce qu'on lui a donné un petit développement où je crois qu'elle est en deuil. Tu parles de celle des Hobbits Ouais. Oui, d'accord, ouais. Oui, elle est en deuil, elle a perdu toute sa famille. Et donc, moi, je trouve sa copine plus intéressante, alors que elle, vraiment, je trouvais que c'était encore une fois une caricature de, pour le coup, petite fille badass, qui est courageuse, qui est toujours là où on l'attend pas, et elle est tout le temps en train de faire des bêtises, alors qu'elle devrait être sage. Et je trouve ça très limité, en fait, comme alors que dans les caractérisation. livres, les femmes hobbits font la popote. L'autre truc par rapport au personnage, c'est que le cast, c'est assez souligné quand on compare à House of the Dragon, dont on va parler la semaine prochaine, qui a un casting vraiment assez exceptionnel. Pour moi, le casting est vraiment pas très très bon, à part, encore une fois, Elrond, qui est très bon. Enfin, je trouve vraiment bien pour le rôle, hein. C'est pas un rôle fantastique. Oui, mais en tout cas, il se développe bien au fil des épisodes, effectivement. Et je trouve le que mec... l'acteur est bien. Il jouait Ned Stark jeune dans Game of Thrones. Ah, c'est pour ça. Ouais. Oui, et après, il y a donc l'oncle Ben de... Oncle Benj, qui joue Benji. Qui joue Hajar ou je sais pas comment. Adar. Ouais. Et lui, je l'aime bien aussi parce que je trouve que oui, il apporte vraiment une complexité au reste du récit. Et ouais, en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui sont assez pleins. Ouais, les deux qui jouent les nains, le couple, je me souviens plus de leur nom, mais eux sont très très bons. Surtout la femme est vraiment très très bonne. Mais après le reste, alors qu'on lui donne malheureusement pas grand chose, mais elle est très mémorable. Et si, Isildur et Rendilf, ils sont pas mal parce que ils sont, enfin, leurs personnages sont bien. Je trouve qu'ils sont. Elendilf. Et Isilmou. Eux, oui, ils sont bien. Ouais. Mais oui, mais enfin, c'est parce que pour moi, c'est les personnages que j'ai envie de suivre parce que je suis curieuse et je veux savoir comment ils vont en arriver là où ils en sont arrivés dans le Seigneur des Anneaux. Ouais. Et l'autre point quand même, c'est la longueur des épisodes. Ah ouais, mais ça, c'est vraiment, on dirait que ça a été fait spécialement dans un laboratoire pour me faire détester cette série. Déjà, les épisodes de plus d'1 heure, ça me gonfle. On n'a pas le temps. Enfin, on voit des films qui durent plus d'1 heure, ok, mais quand il y a 8 épisodes ou 10 épisodes dans une série, le principe, c'est que ça doit être plus court quand même. Et là, en plus, chaque épisode est plus long que le précédent. C'est-à-dire que ça commence à 1h05, après c'est 1h06, 1h07, 1h08, 1h12. Et c'est pas possible. Enfin, ça me dérangerait pas si les épisodes étaient excellents, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes de Battlestar Galactica qui font plus d'1 heure et non, mais c'est ça génial. Justifie pas. Ouais, voilà. Et là, en fait, c'est un peu tout le problème. Je pense qu'on va rentrer dans l'histoire des décors aussi, mais en fait, ça fait parfois un peu visite guidée du monde de Tolkien ou enfin un parc d'attractions. Et donc, parfois, ils s'attardent sur des trucs qui sont peut-être très bien quand on est méga fan, mais pour moi, ça justifie pas la longueur des épisodes, quoi. Ouais, d'ailleurs, en parlant des décors, c'est ce dont on a beaucoup parlé parce que les moyens ont été mis, il y a un énorme budget. Personnellement, il y a certains décors que je trouve magnifiques. C'est ceux qui évoquent le plus les films, c'est-à-dire ceux qui se passent dans la nature néo-zélandaise. En gros, quand on voit les montagnes, je suis très contente. Les villes qui sont reproduites, je trouve que la Cité des Nains est bien faite. Après, les autres villes, pour moi, on dirait des jeux vidéo ou on dirait Thor Ragnarok, quoi. Enfin, et pour moi, c'est vraiment pas l'esthétique du Seigneur des Anneaux. Je trouve ça trop flashy et un peu cheap, en fait, paradoxalement, alors que je sais qu'ils ont mis les moyens et je vois tout le monde qui dit « Waouh, c'est incroyable !» Pour moi, ce que j'aimais bien dans l'esthétique des films, c'était justement qu'il arrivait à retranscrire cet univers, mais de façon pas du tout flashy, quoi. Enfin, c'était juste beau. Ouais, et puis c'était enveloppant et c'était crédible. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. Les décors naturels, je les trouve très, très beaux. Et en fait, j'aime le world building de certaines scènes où on s'attarde vraiment sur les murs, les murs recouverts de plantes, etc. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup la mine comme toi. Mais pour moi, il y a un problème avec l'éclairage qui
qui est... Enfin, toutes les scènes sont très éclairées. Et il y a un gros débat là-dessus parce que Game of Thrones, c'est l'inverse. Tout est très sombre et on voit rien. Ce qui permet, je pense, parfois de s'en tirer avec des décors très cheap, surtout dans les premières saisons de Game of Thrones, où ils avaient des tapis Ikea comme fourrure, etc. Alors que là, tout est extrêmement bien éclairé. Donc c'est vrai qu'on en prend plein la vue, surtout dans les plans larges qui sont vraiment magnifiques, où on se dit, waouh, il y a une richesse en fait. Et en plus, c'est censé être un âge d'or, si j'ai bien compris. Tous ces lieux-là sont extrêmement prospères. Mais quand on rentre dans les détails, moi, à chaque fois qu'ils sont adossés à un mur de pierre, je vois que c'est de la pierre en mousse, en fait, quoi. Et dans la ville de Numénor, c'est un problème parce que dans les plans larges, quand on arrive, c'est spectaculaire. Et par contre, dès qu'on a les scènes dans la ville, il y a plein de scènes avec de décors avec des ponts et des escaliers et des canaux. Mais en fait, ça ressemble pas à Venise, ça ressemble à Las Vegas, genre à la Venise de Las Vegas. Et pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout a l'air d'être une imitation de quelque chose d'autre. Et je pense que c'est un mélange d'éclairage et bon, clairement, c'est un parti pris esthétique. Ils ont voulu le faire comme ça, mais moi, ça me sort complètement de l'univers. Je n'y crois pas. Quand on rentre dans ces scènes-là, ces décors-là, je me dis, je vois que tout est fake. Et il y a quand même des scènes où vraiment j'ai été époustouflée par les décors, mais je trouve que quand on rentre dans les détails, on sent que, comme tu le dis, il y a une esthétique qui, moi, me plaît pas trop. Après, si on doit quand même garder quelques trucs bien dans la série, je trouve que malheureusement, il y en a pas assez, mais il y a des très beaux dialogues qui s'envolent vraiment, qui sont hyper lyriques. Et c'est dommage. C'est des dialogues à la Tolkien, justement. Ouais. Do you know why a ship floats and a stone cannot? Because the stone sees only downward. The darkness of the water is vast and irresistible. The ship feels the darkness as well, striving moment by moment to master her and pull her under. But the ship has a secret. For unlike the stone, her gaze is not downward but up, fixed upon the light that guides her, whispering of grander things than darkness ever knew. Il y a vraiment des très très beaux moments, c'est vrai. Ouais. Et pour moi, c'est là où ça évoque Tolkien. Et après, il y a des moments où les dialogues, je suis là, oula. C'est de l'exposition pure, où il y a même un moment où tu as l'elfe qui ressemble à Cher qui dit à Barney Stinson, il lui dit est-ce que tu connais l'histoire de machin ? Laisse-moi te la raconter. Et c'est vraiment des moments comme ça qui sont très artificiels. Alors qu'à côté de ça, oui, il y a des moments où en fait on comprend la spiritualité, notamment des elfes, ou même pas que les elfes, mais quand ils parlent de l'eau, de la nature, de la puissance des arbres, tout ça, je trouve ça magnifique. Et malheureusement, c'est trop rare, mais il y en a toujours une ou deux par épisode, en fait, des répliques où vraiment je me dis, ça chante, quoi. C'est vraiment très, très beau. Et après, le reste, ouais, c'est très plat. Moi, c'est mes moments préférés aussi, parce que c'est ce que j'aime chez Tolkien aussi. Tolkien est très connu pour ses descriptions très longues, et il adorait la nature. Il y a carrément des arbres qui parlent, mais il y a un rapport avec les arbres et avec la nature qui est très, très fort dans Le Seigneur des Anneaux, et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et que j'aime beaucoup dans la série. Et par exemple, les pseudo-hobbits, là, les ancêtres des hobbits, à un moment, ils sont en train de faire leur procession et il y a la chanson, justement, qui évoque Aragorn. Ça, j'ai trouvé ça très joli, en fait, avec la carte qui évolue. Ça, pour moi, c'était du pur Tolkien, avec le chant et tout. Alors bon, je pense que ça peut être cucu, peut-être pour des gens qui sont pas sensibles à cet univers. Voilà. Mais pour moi, en fait, là, j'ai trouvé ça... c'était un moment un peu de suspendu, où ils prenaient le temps justement de développer quelque chose qui m'évoquait vraiment ce que j'aime dans les livres, et donc ces moments-là, je les trouve très beaux. Il y a aussi des dialogues qui sont vraiment très beaux parce que je sens en fait l'influence justement de Tolkien et le fait qu'ils essaient de récupérer cette dynamique dans le langage. Mais après, je trouve que oui, ça, dans l'ensemble, ça fonctionne pas trop, quoi. C'est pas assez ramassé, c'est-à-dire que s'ils avaient des épisodes plus courts, plus compacts, justement, peut-être qu'on apprécierait plus ces dialogues, mais quand c'est une réplique noyée dans 1h15, c'est pas possible, quoi. L'autre chose qui est liée à ça, que moi je trouve très réussie, c'est la musique, qui est faite par Bear McCreary, qui a aussi composé la musique de Battlestar Galactica, qui pour moi est très mémorable, mais je me rends compte que toi non, parce qu'on en a parlé hier et tu t'en souvenais plus. Et qui a aussi fait la musique de Outlander. Et honnêtement, il passe après Howard Shore, qui a fait une des plus belles BO de l'histoire du cinéma. Et il s'en sort vraiment bien, je trouve. La musique est assez mémorable et plonge bien dans l'univers. Et il récupère bien les codes de la musique, tout en se la réappropriant. Et c'est moins feignant, honnêtement, que pour le coup House of the Dragon, qui reprend littéralement le même thème
même que Game of Thrones. Ouais. Et pour ne pas finir sur une note trop négative, je dois dire que c'est quand même un énorme défi pour les deux scénaristes. En plus, c'est leur première grosse production. Je me sens un peu mal pour eux parce que je sens que c'est des énormes fans de l'œuvre de Tolkien et qu'ils y ont mis vraiment tout leur cœur. Et ça me fait beaucoup de peine parce que je me dis qu'il y a plein de bons éléments qui pourraient être développés et qu'en fait, ça manque de structure et ça manque de vision. Mais en même temps, il y a toujours des petits moments de grâce qui m'évoquent Tolkien et c'est ça qui m'a donné envie de relire les livres et de me replonger dedans. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne quand même, quoi. Oui, c'est un gros enjeu pour Amazon et pour les créateurs. Donc peut-être que les retours mitigés, parce qu'il y en a quand même pas mal, vont faire que la série va s'améliorer aussi par la suite. On ne sait pas quelles sont les notes, par exemple, qu'ils reçoivent. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui est de leur fait et qu'est-ce qui est juste un mauvais accompagnement, par exemple. D'ailleurs, est-ce que toi, tu vas continuer à regarder ? Je vais continuer à regarder au moins jusqu'à la fin de la saison, parce que là, on a fini sur l'épisode 6 avant de venir enregistrer. Et à la fin, ça y est, il se passe enfin un truc. Il y a un peu, genre, c'est pas le Mordor, mais il y a un peu un truc sombre qui envahit la montagne. Et... Si, c'est le Mordor. Enfin, c'est moi, le début je pense que c'est la création du Mount Doom et de... Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très cool. En fait, je pense aussi que moi, je suis pas très réceptive à l'excès de lumière et de féerie qu'il y a dans cet univers. Et je pense que malheureusement, après avoir été nourri à Game of Thrones pendant quasiment une décennie, on s'est habitué à un style de fantasy extrêmement sombre, brutal, sale, amoral, etc. Et donc, quand on revient sur du Tolkien, sachant que, si j'ai bien compris, Game of Thrones et Martin, c'était aussi un commentaire sur Tolkien et sur la pureté un peu de la high fantasy. Et donc, revenir après à cet univers-là qui est très pur, qui est très beau, féerique, tout ça, je pense que je suis plus habituée à avoir un tel univers. Et donc là, la montagne qui devient hyper sombre, ça m'intéresse. Game of Thrones, c'est un commentaire et une réaction, mais c'est aussi un hommage parce que pour le coup, oui, bien sûr. C'est ça, je pense qu'on réduit trop à un truc un peu simpliste de Le Seigneur des Anneaux en un truc vraiment le bien versus le mal, alors qu'il y a quand même des anti-héros dans Le Seigneur des Anneaux aussi. Enfin, Boromir en est un, par exemple, et qui a énormément de complexité humaine. C'est quelque chose de très profond, moi je le pense. Oui, bien sûr. Donc non, mais je vois ce que tu veux dire parce qu'en même temps, c'est vrai que par exemple, il n'y a pas de sexe, la violence, il y a un truc aussi qui est. Alors que Game of Thrones a été défini par ça, c'est-à-dire que c'était des scènes de brutalité, de gore et de sexe ou de viol ou d'inceste en permanence. Et donc après, repasser à un univers très propre de Tolkien, ça fait bizarre. Non, mais Tolkien, de toute façon, c'était un catholique, fervent catholique, qui a écrit ses livres pour ses enfants. Le Hobbit est un livre pour enfants parce qu'il les a écrits quand ses enfants étaient enfants, et Le Seigneur des Anneaux, c'est plus pour adultes parce que ses enfants étaient adultes. Donc c'est dans cette vision-là, il a créé cet univers et tout ça, et il a développé dès l'enfance. Donc forcément, il y a quelque chose de plus pur et de moins sali que Game of Thrones, c'est sûr. Et c'est pas un problème. Je pense que il y a plein de gens qui vont être plus réceptifs à ça, mais moi je pense que j'ai été un peu salie par Game of Thrones. Non, puis c'est surtout la façon dont c'est fait dans la série qui fonctionne pas, quoi. Ouais. Mais ouais. C'était PIC TV, merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à Laura Martin-Gomez d'avoir répondu à nos questions. Et merci les Pikies de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou votre appli de podcast préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on vous parlera de l'autre mastodonte de l'automne, House of the Dragon. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. À très vite. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Tolkien Deal, qui est une association qui regroupe des fans de Tolkien et des amateurs de Tolkien en France, c'est l'association référente sur le sujet. Une association dont je ne serai pas membre. C'est chiant. Elendil, c'est lui qui va se battre avec Gil-galad, le roi des elfes. C'est lui qui va se battre. Comment tu peux dire ça en restant sérieuse? C'est lui qui va se...